Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle qui a un peu de chauffage. On a eu peur tout à l'heure, mais un petit peu de chauffage. C'est pas terrible, vous dites? Hein? Ça va, c'est parce que vous n'êtes pas en forme. Moi, si. Alors, nous allons démarrer nos travaux. Je vous propose en premier lieu de désigner comme secrétaire de séance Wilson Bosson, qui a accepté, voilà, pardon Wilson, qui accepte de remplir cette charge. Je me dois aussi d'excuser Monsieur Aubry qui me donne pouvoir, Madame Percheron qui donne pouvoir à Monsieur Lacroix, Monsieur Méda qui donne pouvoir à Marilyn Coulon et Madame Spinassia à Bernard Martin. Par ailleurs, je vous informe du retard. Ils nous rejoignent le plus rapidement possible. Monsieur Fourmont qui, dans cette attente, donne pouvoir à Mélanie Mention et Madame Rouet-David qui donne pouvoir, dans cette attente jusqu'à son arrivée, à Monsieur Chapuis. Ceci étant dit, avant tout élément de contenu, je vais vous proposer, au regard du drame qui s'est joué et qui se joue encore à Mayotte, où le cyclone a frappé fortement, semant la désolation ce samedi, avec un bilan humain absolument dramatique qui n'est pas encore complètement connu dans son étendue et en créant des dégâts matériels absolument catastrophiques. Et en honneur, en mémoire à toutes les victimes, je vais vous proposer que nous respections une minute de silence en signe de solidarité. Bien, c'est pas facile de reprendre les travaux après ce moment. Nous commençons malgré tout par les décisions que j'ai pu prendre en vertu de la délégation qui m'est accordée par le conseil municipal, c'est-à-dire vous tous. Vous les avez sous les yeux, une attribution de marché. S'il y a des questions, j'y réponds. Et sinon, nous passons au point suivant. Pas de questions, pas de difficultés, très bien. Nous avons ensuite un point sur les affaires métropolitaines. Alors, il y en a une qui va occuper notre première délibération. Donc, je vous propose que nous ne parlions pas du soutien au club sportif professionnel tout de suite. Je voulais juste vous informer, en revanche, que nous avons eu un COPIL
ce matin sur ce qu'on appelle la LS1, la liaison structurante 1, pour les déplacements à vélo, donc qui permettra de se déplacer très rapidement en traversant la métropole du nord au sud, et que en copie le tracé a été acté et passera donc pour ce qui est de Fleury-les-Aubrais par la D2020 jusqu'au carrefour de la Paire, et ensuite ça partira vers Saran, et de l'autre côté ça descend vers Orléans. Donc les choses vont se travailler peu à peu avec probablement des premières expérimentations, y compris sur le territoire de Fleury, sur des arêtes qui permettent de relier, on l'espère, durant l'année 2025. Voilà, les choses continuent à avancer, et c'est bien que ça reprenne. Il y a d'ailleurs un recrutement qui est en train de se faire à la métropole dans cette direction, qui est fait, qui va arriver, il arrive, et qui va permettre d'avancer sur ces sujets vélo, et c'est plus que bienvenu. J'ai par ailleurs eu un rendez-vous, une rencontre, une séance de travail avec le nouveau DGA sur les questions de proximité, donc à la fois sur ces questions de vélo, sur la question des déchets, où je voulais dire que j'avais rappelé toute l'attention qui était celle de la ville à la gestion des déchets, notamment des dépôts sauvages sur notre territoire. Il y a une rencontre à venir avec la direction au sujet de la DSP sur les transports, ce qui sera important également. Et puis nous aurons une autre délibération outre le sport professionnel, donc c'est pareil, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, pour adhérer à la SPL qui a été montée par la métropole. Voilà pour les affaires métropolitaines. Et je vous propose de passer aux délibérations. La première concernant justement la métropole, je vous l'ai annoncé, avec la restitution de la compétence facultative sur le soutien aux clubs sportifs professionnels de haut niveau, et il nous est demandé notre avis. De quoi s'agit-il? On a déjà eu l'occasion d'en parler. Il se trouve, vous le savez, en 2017 que la métropole a pris la compétence sport et sport professionnel de haut niveau. Alors dans des conditions, je ne reviendrai pas dessus, mais un peu à la fois chaotique, parce que toutes les communes n'avaient pas été complètement concertées, et puis parce que la rédaction de cette délibération était un peu floue, on va dire. Depuis, je ne vais pas vous rappeler les péripéties qui ont eu lieu autour du sport professionnel et les déboires qu'ont pu connaître les Panthères, mais il se trouve que les débats à la métropole régulièrement reviennent sur cette question de la compétence sport de haut niveau, avec une demande forte de la ville d'Orléans, notamment de récupérer le club de basket et le club de foot. Lors du conseil métropolitain, je crois, d'octobre, le président de la métropole a proposé une délibération pour que la métropole abandonne la compétence sport de haut niveau et que ça revienne donc aux communes. Cette délibération, je vous l'avais dit ici également, a été adoptée, pas avec une large majorité, loin de là, en conseil métropolitain, mais pour que ce soit effectif, il faut que ce soit confirmé par les votes aux communes dans les 3 mois qui suivent la transmission aux dites communes. Et il faut que ce soit approuvé dans des conditions, alors pardon, c'est un peu technique, il faut que ce soit 50% des conseils municipaux qui représentent 2/3 de la population, ou 2/3 des conseils municipaux qui représentent 50% de la population.
Et donc, on avait le choix entre ne pas la mettre à l'ordre du jour, et dans ce cas-là, l'avis est réputé défavorable, ou le mettre à l'ordre du jour et qu'on ait à se positionner. J'ai fait le choix de le mettre à l'ordre du jour, c'est une première chose. Mais néanmoins, je vais vous appeler, et en tout cas c'est notre position, à émettre un avis défavorable à cette restitution de compétences, à ce que les communes reprennent la compétence sport de haut niveau, et je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. La première chose, c'est que je n'oublie pas le sort qui a été réservé aux panthères, qui ont été, il faut le dire, absolument malmenés, puisque malgré les engagements du président de la métropole, maire d'Orléans, et malgré la position qui s'était dessinée en conférence des maires, au dernier moment à la métropole, il avait été refusé la subvention qui leur aurait permis de se relancer. Donc quand même, les panthères, c'est une belle histoire sur notre territoire, 50 ans d'histoire, puisque nous fêtions tout récemment leur anniversaire, de belle manière d'ailleurs. Le deuxième sujet, c'est que je regrette, à travers le sort qui a été fait à l'équipe première des panthères à l'époque, je regrette le sort qui est fait au sport féminin sur le territoire de la métropole. La troisième raison, c'est que je considère que le sport de haut niveau est presque par essence, par nature, de compétence métropolitaine, parce que ça suppose un projet sportif métropolitain, et ça suppose, pour pouvoir accompagner des clubs de haut niveau, notamment, mais pas seulement d'ailleurs, mais notamment de sport collectif, ça suppose des budgets importants, qui se dessine à l'échelle métropolitaine, d'un territoire métropolitain, et que c'est bien normal parce que le rayonnement, il est métropolitain, de manière naturelle. Donc c'est presque dans l'ADN du sport professionnel, et notamment du sport d'équipe, du sport collectif professionnel, que d'être de compétences métropolitaines. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur les autres territoires. Et moi, j'en appelle plutôt à un projet sportif de haut niveau, à la fois le sport collectif et le sport individuel, un projet métropolitain. Et donc, c'est l'ensemble des raisons pour lesquelles je propose que nous émettions, je vais vous demander d'émettre un avis défavorable. Voilà pour cette première délibération. Et je vais prendre les prises de parole. Monsieur Silly. Pas d'autres prises de parole? Monsieur Cusby, probablement. Oui, je vous remercie. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, écoutez, on est toujours un peu désolé quand une délibération arrive et qu'elle consiste à démétropoliser. C'est pas la première fois qu'on le dit. D'ailleurs, on a été un peu chafouiné. Je vous le dis au conseil de métropole du mois d'octobre, au cours duquel il était question du sujet qu'on examine ce soir, et vous avez eu un propos au nom de la municipalité de Fleury-les-Aubrais, entendant que vous parliez au nom de la majorité, alors qu'on a été toujours clair là-dessus, en tout cas notre groupe est raccord avec vous. Donc vous auriez pu, pour le coup, vous permettre une petite liberté, c'est de parler au nom de l'ensemble des conseillers métropolitains de Fleury-les-Aubrais qui siégeaient ce soir, et je pense à la collègue qui est à ma gauche. Voilà. Bon, redire et vous l'avez dit, qu'on regrette effectivement la disparition des Panthères dans leur équipe première, équipe élite, et effectivement regretter le sort qui a été réservé au sport féminin. On a pu regretter aussi pour d'autres équipes féminines sur le territoire de la métropole. Ce qu'on peut regretter aussi, parce qu'on était monté plusieurs fois sur ce sujet-là, on avait le souci à l'époque, souvenez-vous, de sauver financièrement, parce que c'était notamment ce sujet-là, sauver financièrement les Panthères, et deux, de réussir à se mettre autour de la table pour décliner, au travers de groupes de travail, une politique sur le sport de haut niveau, peut-être plus largement, une politique sur les grands événements, les politiques culturelles sur le territoire, les politiques sportives, bref, comment on travaille le rayonnement et l'attractivité sur ces sujets-là. Et je crois que les travaux ont été plus que timides.
plus que timide. Voilà. Donc on le regrette. On espère que néanmoins, à l'avenir, ces chantiers-là vont se poursuivre et s'intensifier. Mais voilà, un très fort regret là-dessus. Et on espère que votre attention à vous, ainsi qu'à Monsieur Chapuis, qui a ce poste important de vice-président au sein de l'exécutif, sera appuyé et être vigilant à ce point-là. Et donc, en conséquence de tout ce qu'on a pu voter et dire depuis maintenant plus de 2 ans sur cette question-là, évidemment, on vous rejoindra et on votera contre ce retour de la compétence aux communes. Bien, je vous remercie. Oui, Monsieur Cusby, je vous en prie. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame la maire. Nous voudrions juste peut-être apporter quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Vous avez parlé de péripéties qui se sont égrenées effectivement maintenant depuis quelques années avec un accident majeur concernant les panthères. Néanmoins, peut-être faut-il revenir à ce dont il s'agit. Voilà. La compétence facultative qui avait été transférée il y a maintenant quelques années se dénommait compétence du soutien, sous-entendu soutien financier au club professionnel. Et il n'y avait nullement dans le corps de la délibération que vous avez évoqué, avec quelques soucis peut-être d'ordre juridique, l'idée que la compétence projet sportif voilà, s'inscrivait pleinement dans la volonté d'alors. Peut-être que la faute originelle voilà, vient de là, dans la définition au moment du transfert, dans la définition de ce que les communes et la métropole voulaient effectivement faire. Alors vous avez souligné, Madame la maire, l'idée que par nature, le soutien au sport professionnel ne peut qu'être métropolitain. Alors depuis le passage en métropole, 2 clubs ne font plus partie on va dire des 4 premiers, des 4 transférés, à savoir les Panthères. Ils ont été évoqués, mais également le foot orléanais. Par contre, avant le passage en métropole, 4 clubs avaient réussi à construire un projet sportif professionnel avec des équipes d'élite. Et donc, l'argument que vous apportiez à l'instant, d'une certaine manière, est contredit par l'histoire. Avant, on avait 4 clubs qui sont parvenus au plus haut niveau, avant le passage en métropole, et depuis le passage en métropole, il n'en reste plus que 2, et encore, ils ont, si j'ai bien compris, descendu d'un cran. Vous avez parlé, Madame la maire, d'une majorité relativement modeste lors du vote du 17 octobre 2024. Alors, c'était pas tout à fait modeste. Moi, j'ai repris le résultat du vote. 80% des suffrages exprimés étaient favorables au oui, voilà, au retour vers les communes de la compétence. Alors vous allez me dire, il y avait un certain nombre d'abstentions. 28 et 12 contre. Ce qui est intéressant dans l'examen du résultat du vote, c'est qu'il transcende, on va dire, les obédiences, les différentes obédiences, puisqu'on retrouve dans chacun des votes, qu'ils aient été pour, contre ou qu'il s'agissait d'abstention, on retrouve des villes de droite, de gauche, et finalement, on mesure bien à quel point c'est un sujet, voilà, qui finalement a mal démarré lors du passage
en métropolisation et qui, in fine, à l'issue de toutes ces péripéties, on constate que finalement, il n'y a pas de position claire au sein des élus métropolitains, hormis le fait de constater, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 2 clubs professionnels, ayant d'ailleurs descendu d'un cran depuis le passage en métropole. Donc ça questionne en fait. Cette compétence, ça questionne véritablement. Voilà. Je le disais, c'est à l'origine de la compétence de soutien, c'est-à-dire soutien financier. Moi, je pense que la première compétence en matière de sport professionnel, elle revient avant tout aux clubs. Voilà. Est-ce que les clubs ont des projets? Est-ce qu'ils ont envie? Et c'est à ce moment-là qu'il faut trouver les voies et moyens de les accompagner. Et l'accompagnement ne se situe pas nécessairement et uniquement dans un soutien financier d'importance, puisque, vous le savez, un club professionnel, ça coûte très très cher. Mais vraiment très très cher. Quoi dire de plus? Peut-être que vous aurez compris le sens de notre vote, enfin, en tout cas d'une partie des collègues, lorsque je vous apporterai un dernier élément, c'est que, vous voyez, il y a une commune de la métropole, c'est Saran, qui est parfaitement cohérente dans sa position. Lors du passage en métropole de la compétence sport professionnel, soutien au sport professionnel, elle s'y était opposée. Voilà, elle s'y était opposée. Sa position aujourd'hui, c'est de dire oui. Oui au retour dans le giron communal. Entre-temps, le club a descendu d'un cran, me semble-t-il. Je trouve qu'il y a une certaine logique dans la position de la ville de Saran. Vous avez très longtemps, très nombreuses reprises, vous et une partie et votre majorité, considérez que ce qui compte avant tout, c'est la volonté des communes. Moi, je constate aujourd'hui qu'il y a 2 communes sur 3 qui souhaitent voir le retour dans le giron communal de la compétence. J'aurais tendance à considérer qu'il vaut mieux se ranger sur cet avis. Enfin, un dernier point qui est cette fois-ci est financier. Et par les temps qui courent, mine de rien, ça compte. Parce que, vous voyez, depuis que les Panthères ne sont plus, la ville de Fleury continue de payer le transfert, hein, au travers de la compensation. Si demain, cette délibération ne passait pas, alors la ville de Fleury ne récupérerait pas ces financements qui, me semble-t-il, sont d'un peu plus de 20 000 euros. 20 000 euros. Voilà. Si cette délibération passe, la ville de Fleury-les-Aubrais, dès l'année 2025, récupérera chaque année 20 000 euros. Et encore une fois, par les temps qui courent, c'est un argument qui ne met pas, comment dirais-je, qui doit compter, me semble-t-il. Bien, merci. Quelques éléments de réponse, juste quand même, très vite. 1, la question de la cohérence. Alors là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'on n'est pas cohérent. Depuis le début, nous avons dit que nous considérions que le sport de haut niveau devait être de la compétence métropolitaine. La deuxième, en revanche, des incohérences, je veux dire, j'en vois au vu de ce qui se profile si cette délibération du Conseil métropolitain prend effet définitivement. Juste une, on a construit à grand renfort d'argent public métropolitain un équipement métropolitain, Comet, hein. C'est pas des petites sommes, avec pas des petits dépassements. Et on l'a construit au départ pour qu'il y ait un club métropolitain qui y soit résident. Et on va finir par avoir un équipement métropolitain construit pour une équipe municipale d'Orléans. Moi, excusez-moi, mais j'y vois une très très grande incohérence. La deuxième chose, ne pas aller contre la volonté des communes.
Vous avez raison, effectivement, dans le fait métropolitain, ne pas aller contre la volonté des communes, c'est important. Et c'est pour ça qu'au moment où Orléans a dit « moi, je veux mon club », pas de sujet. Mais ce qu'on fait là aujourd'hui, vous évoquiez demain aussi, et si demain, moi je vous le dis, et si demain, et je leur souhaite, je nous le souhaite, si demain les panthères montent et qu'elles viennent nous voir, est-ce que la commune de Fleury-les-Aubrais seule sera capable d'apporter le soutien financier qui leur permettra d'évoluer au plus haut niveau, celui qu'elles vont mériter, qu'elles méritent peut-être déjà, et est-ce qu'on sera capable de le faire et est-ce qu'on ne condamne pas leur avenir? Ce qu'on est en train de faire, c'est avec cette délibération, et si elle prend effet, c'est de condamner tous les clubs des territoires qui ne sont pas ceux de la ville-centre à ne pas évoluer au plus haut niveau ou alors de se débrouiller tout seul avec les moyens et les partenaires privés. Voilà. Et puis, vous évoquiez qu'il n'y ait pas eu de projet métropolitain pour le sport de haut niveau. Bien sûr, oui, et je le regrette. Et je l'appelle de nos voeux. Vraiment, on l'appelle de nos voeux. Et le travail a été, comme ça a été dit, timide. Et nombre d'abstentions, c'est pas de la neutralité, hein, c'est faute de projet. Puisque malheureusement on en est là, alors on ne s'oppose pas au retour. C'est pas une adhésion. Hein. Je le dis parce que dans les discussions entre nombre de communes, c'était bien ça qu'il ressortait. Ceci étant dit, je vais vous proposer de vous prononcer, du coup, même si je crois que les choses sont claires. Madame Coulon. Et bonsoir à tous. Je voulais juste rajouter 2 petits mots. Pour moi, c'est un grand regret hein, de cette délibération. Je trouve qu'on ferme la porte à un projet métropolitain. On a eu une réunion avec le délai au sport de haut niveau pour travailler sur le projet. Chose qui ne s'est jamais reproduit d'autres réunions pour qu'on puisse approfondir, comme vous l'avez dit, Monsieur Cusby. Je pense que ce projet, il n'a pas été approfondi, il n'a pas été assez étoffé, il n'a pas été construit. Et comme le disait Madame la maire, je pense que si aujourd'hui le CJF handball monte et qu'ils veulent remonter à un niveau professionnel, est-ce qu'on pourra les accompagner? Moi, c'est mon grand regret. Voilà, c'est tout. Très bien. Et les échanges sont très clairs avec le club en ce sens. Hein. Oui, peut-être quelques compléments. Oui, et très rapide. Très rapide. Par rapport à l'accompagnement des clubs, moi je n'imagine pas, très honnêtement, je n'imagine pas qu'un club, où que soit la compétence, ne puisse avoir comme soutien qu'une collectivité territoriale. C'est pas possible. La métropole, demain, ne peut pas financer 100% des 2, 3, 4 ou 5 clubs professionnels qui émergeraient éventuellement demain. Donc, il faut, je pense, se sortir de la tête l'idée que la commune est le seul premier grand soutien financier. Et d'ailleurs, encore une fois, et refaisons l'histoire, lorsque les panthères ont émergé, le soutien financier de la commune de Fleury-les-Aubrais était relativement modeste par rapport à son budget global. Bien, on passe au vote si vous voulez bien. Donc, il est proposé d'émettre un avis sur la restitution de la compétence facultative soutien aux clubs sportifs professionnels de haut niveau ainsi que sur la modification des statuts de la métropole qui correspond à cette restitution avec effet au 1er février 2025. Et donc, moi, je vais vous demander d'émettre alors, qui émet un avis défavorable? Qui émet un avis favorable? Bien. Dans ces conditions, le vote est enregistré. Nous passons à la deuxième délibération sur le domaine de la transition écologique et Monsieur Fourmont n'ayant pas encore pu nous rejoindre, c'est moi qui vais la présenter. Il s'agit de l'adhésion à la SPL Orléans Énergie. On ne va pas redire ici l'importance
de décarboner notre activité humaine. On ne va pas redire du coup l'importance de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la demande, la consommation énergétique. Et en ce sens, il y a à la fois des éléments législatifs et réglementaires et d'autre part l'ambition de la ville sur le sujet qui nous amène à adhérer à la SPL, Orléans Énergie, qui est une société publique locale qui a été créée par la métropole, dans un premier temps en collaboration avec la ville d'Orléans, et que nous rejoignons en prenant participation, des actions, pour un montant symbolique, qui est de 100 €, ça suffit. Et ça va nous permettre d'être membre de la SPL, donc de bénéficier de l'ensemble des services de cette SPL, et de aussi participer à ces instances. Les prestations, oui, les services que peuvent nous rendre cette SPL ont évidemment trait à ses statuts, sont en lien avec ses statuts. Il s'agit de développer les énergies renouvelables sur le territoire d'Orléans Métropole, photovoltaïque, géothermie et tout autre dispositif de production d'énergie renouvelable sur le patrimoine de propriété des actionnaires, donc nous, bientôt, je l'espère. La prise de participation dans des sociétés par action simplifiée, des sociétés projets dédiées à des projets particuliers pour développer ces énergies renouvelables. Ça nous permet d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de ces énergies renouvelables et pour implanter des dispositifs sur notre propre patrimoine. Ça nous permet aussi de participer à des projets qui permettront, quand ce sera nécessaire et pertinent, et si ça l'est, de commercialiser ces énergies renouvelables, et puis d'être accompagné à la réalisation de projets, notamment autour non seulement de la production, mais de la maîtrise de la demande d'énergie et d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, propriété des actionnaires. Donc on prend ces actions, derrière ça nous permet de mener les projets. Je vous rappelle qu'à partir de 2028 et pour certains d'ailleurs, suivant la réglementation de 2025, il y a des obligations, notamment de s'équiper en photovoltaïque par des ombrières sur des parkings qui font plus de 500 mètres carrés. Et donc, c'est important qu'on puisse être accompagné là-dessus, et ça se fait par la SPL, en sachant que d'ores et déjà, il y a des études d'opportunité qui ont été menées, et qu'on sait qu'il faut qu'on aille plus loin dans ces études, et puis qu'on mette les priorités. Mais on a d'ores et déjà 6 sites, 6 parkings qui pourraient être couverts, et 3 bâtiments communaux pour lesquels les études doivent être menées pour aller plus loin. Et donc la SPL va nous y aider. Je vous sollicite donc pour que notre ville adhère à cette SPL en achetant 100 € d'actions auprès d'Orléans Métropole. C'est Orléans Métropole qui nous revend ces actions, une action pour 100 €, et de désigner en l'occurrence ceux qui siégeront à l'Assemblée spéciale, puisqu'il y a une Assemblée générale, et pour les actionnaires minoritaires, il y a une Assemblée spéciale qui elle-même est représentée au conseil d'administration. Et je vais donc vous proposer naturellement de désigner Monsieur Fourmont comme titulaire et Monsieur Lacroix aussi comme suppléant. Voilà, ça n'était pas indiqué dans le corps de la délibération. Voilà ce dont il s'agit. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Monsieur Sili. Oui, je vous remercie. Bon, peut-être dire qu'il est, toujours intéressant de s'entourer d'ingénierie, et 2, rappeler qu'on est sur un faible montant à engager pour la ville. Peut-être une question qui traduit une réflexion, c'est de se dire quel intérêt nous avons à disposer d'une SPL versus à avoir cette même ingénierie au sein des services de la métropole. Notre réflexion, c'est la suivante, c'est de se dire, on est en train de, je pense à la compétence tourisme par exemple, où on est en train de déplacer le centre de gravité politique
au sens noble de l'échange, de la discussion, de la détermination de politique publique, d'instances délibératives telles qu'on les connaît, EPCI, conseils communaux, vers des structures ad hoc dans lesquelles on désigne des élus et où finalement la notion de parité entre majorité, opposition, telles qu'ils peuvent se dessiner ici ou au Conseil de métropole, ne se font plus. Voilà. Donc j'aimerais vraiment avoir presque votre avis ou un éclairage sur cette stratégie qui est mise en œuvre et sur ce que véritablement elle apporte. Oui, je comprends votre question parce que vous avez raison. On déporte, si on peut dire, dans la mise en œuvre, dans la manière dont on met en œuvre des compétences, là où on pourrait se dire que les décisions et les travaux se font depuis la collectivité qui est conduite par des élus désignés démocratiquement par le suffrage, on le déporte vers des structures extérieures. Deux choses quand même. C'est qu'on est sur des métiers très techniques. Très techniques. Et de même que, et vous savez la bataille qu'on a menée pour que l'eau soit en régie, mais il y a quand même certaines prestations qu'on continue à externaliser parce qu'on n'a pas les métiers en interne et bien des difficultés à recruter. Les retards qu'on a pris, qui ont été pris à l'échelle métropolitaine sur la question du vélo, faute de recrutement, je ne voudrais pas qu'on les retrouve sur le développement des énergies renouvelables. Donc, je voudrais vous rappeler que déjà, c'est pas une stratégie, c'est une stratégie qui est celle de la majorité à la métropole. Il ne vous échappera pas que c'est pas, on n'est pas à la tête de la métropole. Mais alors, pour le coup, vu la technicité des sujets sur lesquels on est, avoir des opérateurs spécialisés, ça me semble plutôt bienvenu. Ils ont une agilité qui est importante. Mais ça suppose que les élus ne se désinvestissent pas du sujet et qu'ils soient présents dans les instances, qu'ils pilotent et qu'on soit par exemple attentif à la représentation tant au sein de l'Assemblée générale que de l'Assemblée spéciale en fonction de ce que permettent les statuts. Je vous remercie. Vous avez dit, il vous aura pas échappé qu'il y a une majorité. D'où ma surprise de vous voir soutenir et présenter cette chose-là, même si j'entends que il y a une sorte de pas de mode, mais d'effet de structuration qui est plutôt un concept national et tout le monde se lance là-dedans. Mais je suis très surpris. Et je vous parlais du tourisme tout à l'heure. On a vu fleurir dans nos villes là depuis quelques mois des panneaux totems touristiques mettant en avant les atouts culturels, patrimoniaux de nos communes, pour un montant quand même très important, parce que je crois qu'il avoisinait les 400 000 €, je crois une 50aine de panneaux sur la métropole. Mais résultat des courses, nous n'avons plus de compétences dans nos conseils municipaux sur l'espace public. Donc on n'a pas ce débat-là. À la métropole, on vote des crédits à une ESPL en charge du tourisme, donc on n'évoque pas cette question-là dans l'instance délibérative d'Orléans Métropole. Et en fait, ces panneaux, on le voit le jour où les ouvriers arrivent pour les implanter. Il y a quelque chose qui, sur le plan politique, je vous le dis, me gêne, nous gêne. Voilà. Et qui nous pousse vraiment à nous interroger, non pas sur les apports intéressants en termes d'ingénierie, je reviens pas sur le montant, mais ça nous fait réfléchir, et ça nous fait réfléchir d'autant plus de pouvoir la présenter. Voilà. Peut-être vous indiquer que, en attendant de voir ce que cela va donner, on va s'abstenir. Très bien, très bien. Mais autant sur le tourisme, je partage votre vision des choses, autant vous aurez, parce qu'il y a besoin de moins de technicité, autant là sur ce sujet-là, je pense que c'est important et c'est justifié que nous procédions de la sorte. On ne va pas s'abstenir par dogmatisme. Voilà. Oui, juste un petit mot pour répondre à ça. Donc effectivement, je partage la position de Madame la maire, ça demande une technicité particulière et ça demande de mettre en place des personnes dédiées
ou en tout cas petit à petit, qui vont monter en puissance et qui vont être de plus en plus dédiés, ce qui n'est pas forcément simple quand on doit faire les deux, c'est-à-dire travailler pour les métropoles et travailler pour ces questions d'énergie, parce que finalement, cette SPL, elle est quand même là en interface. Elle va faciliter, le but c'est de faciliter et d'aider à la mise en place de dispositifs. C'est pas la métropole qui demain va installer des panneaux photovoltaïques, c'est des sociétés, Où je vous rejoins moi sur le côté des SPL, parce que les sociétés publiques locales, pour traduire pour tout le monde, c'est un sujet qui est effectivement, et je vous rejoins, qui devient national, et pour tous les sujets on a recours, les collectivités ont recours à des SPL, beaucoup, pour tous les sujets, pour beaucoup de sujets. Mais pourquoi? Parce qu'en parallèle, vous avez quoi? Vous avez un affaiblissement des opérateurs nationaux de l'État, public ou parapublic. Avant, vous ne posiez pas de questions, vous vouliez faire de l'énergie, c'est EDF qui faisait de l'énergie. Bon, maintenant, on a besoin de faire de l'énergie renouvelable. Donc les lois ont permis, ont facilité, puisqu'avant, y compris les collectivités, c'était extrêmement difficile de rentrer au capital de société, hormis Office HLM, des choses comme ça. Ce type de société, c'est la loi, ça doit être, je sais plus, la loi en lien avec la transition énergétique, je sais plus laquelle, qui a permis ça, comme elle l'a permis pour les sociétés de transport aussi à travers la loi LOM. Avant, ça n'existait pas. Donc c'était soit des SEM qui existaient, mais les SPL, c'est devenu des objets, voilà. Donc on a comme une évolution du tissu économique et réglementaire national qui font que fleurissent ces sociétés. Mais moi où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse trop doublon avec d'autres. Parce que quand on parle de strates et de millefeuilles administratifs, ça peut y participer. En tout cas, ça peut participer à rajouter des structures aux structures. Ça, moi là-dessus, je vous rejoins, Madame la maire. Enfin, je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. Elle l'a rappelé. On n'est pas à l'origine de cette création de SPL. On aurait pu dire on n'y va pas. Après, il y a ce sujet qui existe. Et en gros, pour une action à 100 €, on peut recourir à ces services-là ou pas. Parce que si ça se trouve, il ne se passera rien sur le territoire de Fleury-Aubrais. En tout cas, je pense qu'on aurait tort de s'en priver. Même si moi, sur le fond, je vous rejoins sur cette création de ces sociétés. Allez, un dernier mot et puis on passe au vote. Non, mais simplement en rebond. Je suis ravi qu'on partage en tout cas ce qu'il y a derrière tout ça. Peut-être simplement sur la technicité. La technicité, elle est maîtrisée par des hommes et par des femmes. Engageons-les au sein de notre PCI. Disposons de cette technicité. Voilà. Encore une fois, j'entends bien la dynamique de création des SPL, mais la technicité, on peut l'avoir dans l'administration. Si. Ce serait bien que ça se passe comme ça. Je partage entièrement. Alors, on passe au vote pour cette adhésion et puis cette représentation au sein de l'Assemblée spéciale. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est adopté dans ces conditions. Passons à la délibération suivante, qui concerne les modalités d'attribution et de participation financière de la ville pour les classes de découverte organisées par les écoles élémentaires. Et c'est un chantier qui a été suivi avec passion et une détermination sans faille de Madame Mention. Et elle a raison d'être heureuse de nous présenter le résultat ce soir. Bonjour et bonjour à tous. Merci, n'importe quoi, j'étais partie là. Merci beaucoup Madame la maire. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Je suis très heureuse ce soir. Je vais aller me coucher tout de suite. De vous présenter les classes de découverte. Je vais essayer d'être succincte et je vais vous donner des petits détails. Donc, les classes de découverte sont des temps forts pour l'année scolaire, offrant aux élèves des expériences éducatives, sociales et culturelles inoubliables. On sait que la municipalité en fait soutient les classes de découverte organisées par les professeurs des écoles en contribuant financièrement aux frais de séjour. Avant, nous avions 16 classes de découverte qui partaient tous les 2 ans. Comme a dit Madame la maire, on a fait un gros travail en fait avec l'éducation pour retravailler sur les classes de découverte. On sait qu'il y avait certaines écoles qui ne partaient pas du tout. Donc on s'est donné les moyens en fait que toutes les écoles puissent partir. Donc avant, 16 classes de découverte partaient
tous les 2 ans. Maintenant, nous avons augmenté. Il y aura 19 classes de découverte, 19 classes découvertes qui partiront tous les ans. Tous les ans, on reste sur le budget que nous avions fixé. On a travaillé aussi là-dessus. Les classes avant partaient donc là, cette année. Ils partent tous les ans. En prorata des écoles. Par exemple, les grosses écoles partiront, il y aura 5 écoles, il y aura 5 classes qui pourront partir tous les ans. Par exemple, Curie, c'est la plus grosse école, donc ça sera 5 classes. L'école suivante, ça sera Vallon, il y aura 4 départs. Enfin voilà, on a vraiment fait par rapport au prorata du nombre de classes. Avant, les départs, c'était de janvier à peu près jusqu'à juillet. On a refait ça aussi. Maintenant, les classes pourront partir dès septembre, de septembre à juin. Comme ça, dès la rentrée scolaire, s'ils ont une idée pour pouvoir partir, ils peuvent le faire directement. Et on sait que quand on part en début d'année, en fait, ça ressoude vraiment les classes et il y a une meilleure entente. Nous avons aussi mis le taux d'effort en place. Nous n'avons pas bougé les taux qui étaient en fait entre 18,50% de participation des familles et 78,50% par rapport au coût du séjour. On a étendu le dispositif des classes de découverte avec nuitée au domaine de la Brossette. En plus donc des 19 classes qui partiront tous les ans, nous avons mis 6 départs sur le domaine de la Brossette. En fait, c'est juste à côté. S'il y a certains parents ou certains professeurs qui ont peur de partir trop loin, on peut en tout cas partir juste à côté. Ce qui nous aide, c'est le cadre pédagogique adapté pour les séjours éducatifs autour de certaines thématiques, comme l'environnement, la biodiversité, le développement durable, les animaux, la valorisation du territoire par rapport à l'environnement qui est très proche. Tout ça en lien avec le programme scolaire. Notre plus grand bonheur, en fait, sur ces classes de découverte, une école qui partait jamais, depuis au moins 30 ans, partira cette année à la Brossette. Donc, en fait, ce qu'on a pu changer au niveau du programme de la Brossette et au niveau des classes de découverte, eh ben, voilà, je le partage avec vous. On en est très fiers. Ça sera une classe qui partira et qui ne partait jamais. Voilà. Juste une petite erreur dans la délibération sur la fin de la page. Le tarif extérieur qui correspond au tarif maximum s'applique aux enfants scolarisés à Fleury-les-Aubrais par dérogation. Alors c'était pas une erreur, c'était juste peut-être plus compréhensible comme ça. Le conseil municipal décide d'instaurer un contingent annuel de départ par école basé sur le nombre de classes de chaque établissement afin d'encourager des départs réguliers et équitables, décide de développer les classes de découverte au domaine de la Brossette comme solution de proximité économique et éducative et décide d'adopter une tarification au taux d'effort modulée entre 18,50% et 78,50% du coût total des séjours. Merci à vous. Bien, merci Madame Mention. Est-ce que sur ce sujet, il y a des questions? Donc, ça permet d'augmenter le nombre de départs chaque année, qu'il y ait des écoles, il y ait des classes chaque année qui partent, qu'elles puissent partir plus tôt dans l'année pour bénéficier des effets sur l'ambiance de la classe plus longtemps pendant l'année scolaire. Et puis, ça permet aussi de partir parfois pas loin à la Brossette parce que ça rassure. Là, on avait d'ailleurs, on a fait une réunion avec le représentant des parents d'élèves et on en avait qui nous disaient, oui, ça va, si c'est la Brossette, ça va, sinon je ne laisserai pas partir. Et on a probablement des enseignants qui vont, c'est le cas d'ailleurs à Aragon, des enseignants qui ne partaient pas, mais puisque c'est la Brossette, et ils acceptent de faire cette expérience. Et puis on renforce la justice sociale dans les modalités d'accompagnement. Est-ce qu'il y a des réactions ou on passe directement au vote? Philippe, pardon. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, est-ce que les maternelles sont concernées? Monsieur Richard, pardon.
Est-ce que les maternelles sont concernées dans les écoles des nuitées, pour les nuitées, notamment à la Brossette? Alors, j'explique un petit peu plus sur les maternelles. On en avait discuté d'ailleurs lors de notre commission éducation. Au niveau des écoles maternelles, en fait, elles pouvaient partir en classe de découverte pour une semaine. Il devait y avoir à peu près 3 écoles tous les 2 ans qui partaient au niveau des écoles maternelles. On a refait tout au niveau des classes de découverte et au niveau des maternelles. Et en fait, les classes de maternelle auront plus au niveau des subventions, en fait, les écoles de maternelle n'auront plus les subventions de la ville pour partir en classe de découverte avec des nuitées, mais par contre, nous leur mettons à disposition la brossette pour des classes nature, on va appeler ça comme ça, des classes nature pour être au niveau de la brossette. Justement, on a fait ça pour que les écoles élémentaires puissent partir 2 fois dans l'année. Donc, et en même temps, on leur donnait une subvention de 6,50 € pour le Noël des enfants. Et depuis cette année, en fait, les 6,50 €, si elles le veulent, peuvent être au niveau de la coopérative scolaire et elles peuvent soit acheter des jouets pour les enfants. Certaines écoles, en fait, achetaient des jouets pour pas perdre l'argent qui était subventionné, ou alors ils peuvent prendre cet argent, en fait, pour partir en classe de découverte s'ils le veulent. Et on sait que les classes de découverte, normalement, c'est 100 nuitées au niveau de la maternelle. Voilà. Donc, pour 3 classes de maternelle qui partaient tous les 2 ans, on a voulu changer complètement au niveau des élémentaires et, comme je le redis, partir tous les ans et voilà. Et si elles le veulent, les écoles maternelles peuvent quand même partir, mais plus avec le soutien des parents en faisant par exemple des gâteaux, des crêpes ou des choses comme ça, et notre subvention de 6,50 € que l'on donne à chaque élève. Voilà. Et en même temps, la brossette, je le redis. Ils peuvent partir à la brossette 4 jours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec les thèmes qu'ils veulent faire, tout pareil. Merci de ces précisions, Madame Mention. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie, Madame Mention. Et encore, bravo, parce que c'est vrai, quand on voit des écoles qui ne partaient jamais et qui, là, vont partir, c'est un beau résultat. Et puis, ça ne fait que commencer, j'en suis sûre. Délibération numéro 4, nous avons la fixation de tarifs municipaux pour l'année 2025. Alors, il y en a certaines, on va faire rapidement parce que les uns et les autres vont s'exprimer sur les sujets particuliers, mais il y en a qui, je pense, ne méritent pas de plus amples explications. Ce qu'on vous propose, c'est pour les tarifs de location et les prestations de salles municipales, même si nous commençons à engager un travail plus large autour de ces tarifs, parce qu'il y a quand même quelques incohérences sur lesquelles il va falloir qu'on se penche, et puis avoir une approche plus globale de la gestion des salles municipales, mais chantier, pas chantier après chantier, on en suit plusieurs à la fois, mais pas courir trop de lièvres non plus. Donc, en l'état, pour les prestations des salles municipales, Villon, Michelet, Bicharderie, Domaine de la Brossette et celle du Centre culturel de la Passerelle, une augmentation de 3%. Nous avons aussi, pour les opérations funéraires, une augmentation de 3%. Et puis, pour les loyers des logements municipaux, une augmentation en fonction des indices IRL et ILAT, suivant la destination de ces locaux. IRL, c'est l'indice des loyers, c'est quand c'est des questions de logement, et puis quand c'est à usage de bureau, c'est l'indice ILAT. Et nous avons aussi une augmentation des tarifs au titre de l'animation sociale dans les quartiers politiques de la ville. Mais ça, c'est Madame Borne qui va nous expliquer, parce que on corrige. Quand on change des choses, de temps en temps, on se rend compte, on a des
on se rend compte qu'il y a des petites choses qui sont perfectibles et comme on écoute les habitants, eh bien, on fait le travail. Et puis, là aussi, un nouveau tarif, et c'est Madame Mention qui va nous en parler, pour les séjours jeunesse. Madame Borne. Merci Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc sur les tarifs des activités donc au titre de l'animation sociale, donc il y a une tarification qui avait été proposée, qui avait fait l'objet d'une révision donc en juin 2024, comme disait Madame la maire. Donc on va après un premier bilan qui a été fait, donc il apparaît vraiment nécessaire de réajuster au regard des impacts qu'il y a eu sur certains usagers. Et donc on vous propose une tarification annuelle avec, selon le nombre d'ateliers qu'on prend, c'est dégressif. Comme ça permet de réajuster. C'est-à-dire, par exemple, on prend un atelier par semaine, il y a moins 30%. 2 ateliers par semaine, on a moins 35%. Et 3 ateliers par semaine, c'est moins 40%. Ce qui permet vraiment de réajuster vraiment au plus juste. Et petite précision donc sur les facturations, parce que là on est en décembre, normalement ça se fait de septembre à septembre. Les facturations qui devaient être là sur les activités qui ont été faites de septembre jusqu'à maintenant seront payées au tarif classique, mais pour de janvier à septembre, du coup, on fait une tarification par semestre et après, au mois de septembre, on repartira sur une tarification annuelle. Voilà pour la tarification que l'on propose pour l'animation sociale. Pour les séjours jeunesse, Madame Mention. Pour les séjours jeunesse, on n'a pas encore tout à fait commencé pour les séjours jeunesse, mais nous avons anticipé sur l'application d'une tarification au taux d'effort. Ça serait pour, si jamais on voulait faire quelque chose pour les jeunes, pour pouvoir partir en fait en colonie de vacances en Vendée ou un petit peu partout. En tout cas, on aura anticipé ce séjour et proposé un taux d'effort et l'application de cette tarification. Voilà, c'était un petit peu ça. Bien, Madame Mention, merci. Sur ce sujet, est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Merci. Alors, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Et c'est donc adopté à l'unanimité. Nous passons ensuite à l'actualisation des droits de voirie. Je crois que c'est Monsieur Dunoux qui nous en parle. Oui, Madame la maire. Donc, nous avions un taux d'occupation du domaine public, un des plus bas de toute la métropole, et il nous a paru bon d'augmenter également de 3% les tarifs de voirie au mètre linéaire pour l'occupation du domaine public. Donc, ça avait été présenté en commission et ça n'avait pas soulevé de questions plus que ça. Donc on vous demande simplement d'adopter l'augmentation de 3% des tarifs réglementant l'occupation du domaine public. On va expliquer un peu les gens qui nous regardent et ceux qui sont dans la salle que c'est par exemple pour l'emplacement pour la vente non sédentaire, c'est pour les entreprises qui occupent le domaine public pour des bennes, pour les travaux, les échafaudages, les chevalets publicitaires, les terrasses, etc. Voilà. Distributeurs de pizza, concessionnaires automobiles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, Monsieur Lebeuz. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Pas de difficulté pour voter favorablement. Comme vous l'avez rappelé, nous sommes sur des augmentations assez minimes. Simplement évoquer un regret en ce qui concerne l'augmentation des coûts pour les commerçants présents sur le marché de Fleury-les-Aubrais. Certes, nous restons sur un coût raisonnable, même un des plus attractifs de la métropole en termes de coût d'emplacement. Toutefois, nous vous alertons chaque année sur la perte de vitesse de ce dernier, avec le départ de commerçants non remplacés, le manque cruel de dynamisme
concernant ce marché. Alors, vous nous faites miroiter de belles choses chaque année en promettant des actions pour redynamiser ce beau marché. Notamment en mars 2022, nous avions adhéré au programme Les Marchés du Loiret de la Chambre de commerce et de l'industrie du Loiret. Et vous évoquiez, il serait intéressant de lancer des marchés thématiques comme un chef, une recette, un marché. Et un bilan devait être fait de ces actions. À ma connaissance, aucune action n'a été entreprise en ce sens. De plus, nous serions preneurs des bilans que vous faites chaque année, à n'en pas douter. En février 2023, je revenais à la charge pour une question écrite, car déjà je constatais que la fameuse adhésion n'avait pas été suivie d'actes. Je vous demandais encore une fois ce que vous aviez prévu. Et vous proposez même humblement que nous nous mettions tous autour d'une table afin de trouver des solutions. Vous évoquiez ici et là des présences très ponctuelles de Keolis, du Téléthon ou du Comité féminin du Loiret. Cela peut sembler intéressant si c'était mis en avant ou en lumière, mais ce n'est pas ce que l'on peut qualifier d'opération d'attractivité dont le marché a cruellement besoin. Tout cela alors même qu'en 2023, nous fêtions les 25 ans du marché de Fleury-les-Aubrais et qu'aucune action n'a été faite pour cette date importante. Alors même que vous promettiez des projets pour l'année 2023, force est de constater qu'une fois de plus, de belles promesses non tenues. Alors même qu'en 2024, je constate le très peu d'actions entreprises. Tout cela pour dire que je regrette profondément cet abandon de votre majorité pour cet emblème de notre ville qui mérite mieux. Merci. Oui, tout en nuance. Tout en nuance. Non, il n'y a aucun abandon. D'ailleurs, je rappelle, pour c'est pareil, celles et ceux qui sont dans la salle ou qui nous regardent, que les élus, nous sommes de la majorité, nous sommes sur le marché où nous tenons une permanence pendant toute la durée du marché, tous les premiers dimanches du mois. Et puis il y a un travail qui se fait entre Monsieur Dunoux et Madame Dieudonné, que je salue, avec l'ensemble des commerçants. Mais Monsieur Dunoux, vous pouvez peut-être apporter quelques précisions? Donc tout d'abord, j'apprécie à sa juste mesure les nuances de Monsieur Lebeuz. Voilà, moi qui vais tous les dimanches matins sur le marché à la rencontre des commerçants, on a mis en valeur les commerçants du marché dans le Fleurimag avec le portrait d'un volailler chez qui tout le monde vient se ravitailler. Voilà, la vie a fait en sorte que on a connu une crise économique majeure avec une augmentation des coûts de gasoil où les personnes venant de loin ont déclaré forfait pour venir sur notre marché. On met à disposition des moyens que nul autre marché met avec l'évacuation des déchets du marché. Enfin voilà, il y a un accompagnement avec Madame Dieudonné. Voilà, on travaille énormément en relation justement avec les commerçants tous les dimanches, voir comment ça se passe avec les placiers. Tout le monde apprécie notamment la façon dont on a activé le paiement numérique. Voilà, et donc un abandon du marché, certainement pas, Monsieur Lebeuz, et je vous invite à venir faire vos courses encore plus régulièrement sur le marché de Fleury-les-Aubrais. Alors, allez, ceci étant dit, on va passer au vote. Sur ces droits de voirie, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à la majorité. Attribution, nous passons au point numéro 6, attribution de subventions aux associations au titre de l'année 2025. Et donc, là aussi, je vais demander chacun des élus en charge des secteurs concernés vont s'exprimer. Juste rappeler que les subventions aux associations à Fleury-les-Aubrais, et je salue encore une fois toutes les associations qui font tout au long de l'année un travail absolument formidable et qui font battre le cœur de la ville, comme je le dis souvent, et je redis combien elles font des choses que nous ne pourrions pas faire seuls s'il n'y avait pas des centaines et des centaines de bénévoles pour faire. Et c'est bien normal, nous sommes à leur côté pour les aider à faire, dans la mesure des moyens qui sont ceux d'une collectivité locale, mais quand on allie
la monnaie sonnante et trébuchante et la belle énergie des associations, ça fait des merveilles. Et donc, ça représentera cette année 407 000 €, ça n'est pas rien. Nous sommes passés entre 2020 et 2025 de 380 000 à 407 000 €. Et donc, ça concerne notamment le sport, et c'est Madame Coulon qui va nous en parler. Ensuite, Monsieur Martin nous parlera des associations culturelles, Madame Mention des associations dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse. Pour la santé, ce sera Madame Brun. Et pour le secteur social, ce sera Madame Borne. Et pour les associations diverses, j'en dirai un petit mot si nécessaire, mais vous les avez sous les yeux. On commence par Madame Coulon. Oui, la plus grosse enveloppe. Une enveloppe stable, une délibération attendue et importante pour nos associations. Durant tout le mois, nous avons reçu toutes les associations sportives. Nous avons relevé qu'à ce jour, aucun club est en difficulté financière. Une certaine attention sur les nouveaux bureaux, des bureaux qui se rajeunissent avec... ça, c'est important aussi pour ce renouvellement de bénévoles. Donc, le CGF Box, qui a un nouveau bureau, le handball, la pétanque, le rugby et l'APE, qui a une nouvelle présidente. Voilà. Donc, sur l'approche, ce que je peux vous dire, c'est que les AG, je suis à la fin, pratiquement de toutes les AG. Il reste vendredi le CGF Foot, il reste encore une AG. À la prochaine réunion de l'Union, nous avons invité la DRAGES pour avoir un temps d'échange pour les différents subventions que peuvent avoir les associations. Je pense que ça, c'est un moment important d'échange, aussi sur les différents projets. Donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est il y a aussi la convention qu'il faut adopter pour les associations qui ont un montant supérieur à 23 000. Donc, qui est concerné, c'est le CGF athlétisme, CGF basket, football, gymnastique, Loiret handball, natation, rugby, tennis et volleyball. Voilà ce que je peux vous en dire. Des questions, je suppose. On enchaîne. S'il n'y a pas de mention, et puis après on aura les questions. Ah, Monsieur Martin, pardon. Alors, sur les subventions dans le secteur culturel et associations patriotiques, comme vous avez le tableau, bien, il n'y a pas eu de subventions qui ont baissé pour les associations. Au contraire, on a maintenu et voire bien augmenté. Par exemple, pour le comité des fêtes de la Barrière Saint-Marc, pour ses 40 ans, on a fait une subvention exceptionnelle de 300 €, au-delà des 600 € de fonctionnement. Pour ceux qui, on a augmenté aussi pour les parents d'élèves du conservatoire, de 150 à 300 € en fonction de tous les projets qu'ils développent en direction des élèves du conservatoire. On a augmenté de 200 € l'association Mémoire Fleurissoise en fonction bien de leur dynamisme qu'ils créent. De la même manière, on a fait une subvention de 500 € pour une compagnie de théâtre récente qui est le Théâtre des Uns et des Cent. Donc, si, on a aussi fait une subvention de 600 € de fonctionnement à ATV qui était de 400 €. ATV qu'on remercie vu son dynamisme et sa grande participation aux Journées du patrimoine. Et on a voté aussi une subvention, on a proposé une subvention de 400 € pour la restauration de la voiture de voyageurs. Je rappelle que ATV possède, entre guillemets, le seul monument historique de Fleury-les-Aubrais à travers sa locomotive. Voilà, donc pas de changement. Et il faut aussi noter qu'au-delà de ces subventions, eh bien, la mise à disposition de locaux et de la passerelle, c'est aussi quelque part bien notre détermination à aider bien et à mettre à disposition bien les locaux et en particulier la passerelle pour toutes ces assos. Enfin, bon, ce qui a été déjà fait auparavant, bien sûr.
Mélanie, mention, pardon. Moi, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer un petit peu les changements qu'il y a eu de mon côté. Vous avez pu voir en bas de la page l'augmentation. Tout d'abord, au niveau des associations d'éducation. Nous donnions avant au lycée Jean Lursin, André Chêne et Condorcet, mais ils ne nous demandaient pas de subventions. On ne peut pas donner des subventions s'il n'y a pas de demande de subvention. Donc du coup, on leur a écrit, on leur a redonné un mois pour faire une demande de subvention. Le seul qui nous a répondu, c'est le collège Condorcet, et il nous a demandé 500 € et nous lui avons accordé. Voilà la différence pour ma part. Au niveau des coopératives scolaires, tout à l'heure, lors des classes de découverte, je vous ai expliqué qu'on donnait 6,50 € en plus, ce qu'ils avaient au niveau du Noël. Donc en fait, on les a intégrés dans la coopérative scolaire pour s'en servir comme ils le voulaient. Voilà la différence en fait entre les 5 047 € alloués en 2024 par rapport aux 10 637. C'est juste après pour les maternelles. Et c'est une histoire en fait de 6,50 € par enfant. Des fois, ça peut être augmenté, diminué, c'est par rapport au nombre de classes et par rapport au nombre d'élèves. Voilà. Ensuite, c'est tout. Bon. Très bien. Dans le domaine de la santé, Madame Brun? Oh bah pas de choses particulières. Merci, bonsoir en fait. Donc au niveau de la santé et du handicap, donc au niveau des associations, pas de particularité. Nous avons exactement le même participation que l'année dernière. Juste une petite précision, donc on a une association qui n'a pas fait de demande par rapport à l'année dernière et nous avons mis cette participation sur une autre, une nouvelle qui... Alors eux, ils nous ont pas fait forcément de demande de subvention, mais ils nous ont demandé de participer, donc c'est plus de l'investissement dans un véhicule PMR pour leur association. Sauf que dans l'investissement, on peut pas aller dans ce sens-là. Donc, on va les aider dans leur fonctionnement au niveau de l'association. Et c'est Andy Soutien 45 qui aussi participe avec nous sur notamment la semaine intercommunale du handicap. Donc, voilà pourquoi on a participé avec eux. Donc, comme disait tout à l'heure Monsieur Martin, bien sûr, il y a des subventions pour les actions au quotidien. Les associations dynamisent nos communes et on les accompagne au quotidien. Mais ce n'est pas que en subvention, c'est aussi en salle, les présences sur le marché. Enfin, en même temps, c'est un échange de bons procédés, comme les actions qu'on a, par exemple, sur la bibliothèque, quand on a eu France Alzheimer qui est venu intervenir, etc. Le COFEL, l'Union Fleury La Force pour le Téléthon, etc., etc. Et les associations, il y a plusieurs associations, contrairement au sport où il y a de la jeunesse qui arrive, il y a beaucoup d'associations qui peinent, qui ont beaucoup de mal à avoir des bénévoles. Et je pense que c'est pour ça que la Fédération des aveugles du Val-de-Loire nous a pas fait de demande cette année, parce qu'ils sont en difficulté au niveau bénévole. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Très bien, merci. Secteur social, Madame Barre. Alors, pour les associations, donc il y a eu 10 demandes de subventions comme l'année dernière, les mêmes associations avec les mêmes montants, donc il n'y a pas de changement voilà, par rapport à 2024. Et comme je rappelle, comme disait Madame Brun, voilà, il y a des associations qu'on donne voilà, avec une aide financière, mais aussi avec aide matérielle sur des prêts de salles pour différentes rencontres. Merci. Bien, ce tour étant fait, et puis après il y a les associations diverses comme l'école du chat, la Chole, la OJOF, c'est-à-dire les jardins ouvriers et familiaux, l'association 2000 emplois 2000 sourires pour le salon qui porte le même nom, Fleury Cœur de Ville et Loiret Nature Environnement du Loiret qui nous accompagne sur nombre de sujets. Pas de questions, on passe directement au vote. Ah non, ça m'étonnait. Monsieur Sili. Non, on n'a pas été trop bavard jusque-là. Le contraire. Non, simplement une
une question. Vous avez fait rentrer cette année dans le champ des associations diverses qui ont, au moment de ce vote initial, 2000 emplois, 2000 sourires pour le salon emploi qu'on accueille sur le territoire. Alors que d'habitude, on attendait parfois même que l'événement soit passé pour attribuer la subvention. Donc c'est plutôt bien. Par contre, on intègre aussi on n'a pas intégré le projet Matricule Biche. Je vois qu'il n'y a rien de fléché. Est-ce qu'il faut entendre qu'il n'y aura pas de seconde édition sur le territoire de la commune, ou c'était trop frais au moment de... Les deux, mon capitaine, j'allais dire. Bon, c'était le sens de... Ils ont l'habitude de tourner sur le territoire métropolitain, donc ils cherchent chaque fois un nouveau lieu. Peut-être on aura la bonne surprise qu'ils trouvent, et si on peut les aider, on le fera. Trouver un autre lieu sur le territoire fleurissois. Moi, j'en serais absolument ravie. Mais leur principe, c'est que ce soit itinérant, que ce ne soit pas 2 fois au même endroit. Concept que j'ignorais. Donc, ça s'explique maintenant. Et sur le secteur de l'éducation, j'ai pas bien compris Oui, j'ai plissé le front. J'ai pas bien compris la logique qui vous a poussé à affecter comme ça de manière un peu arbitraire un forfait par enfant sur les coopératives. Alors c'est pas du tout arbitraire, hein. Ça a toujours été comme ça. En fait, non, on n'a rien donné de plus. Hein. On donne tous les ans, on donne aux écoles, aux maternelles, 6,50 € à Noël pour les enfants. Avant, ils achetaient des jeux. On a arrêté de faire comme ça puisqu'on s'est dit au niveau des classes de découverte, si vous vouliez prendre ce qu'on vous donnait, si vous voulez ne pas acheter de jouets, parce qu'il y a certaines écoles, ils achètent pour acheter, ils achètent les jeux parce qu'on leur donne une subvention de 6,50 €. On a dit si vous voulez, vous pouvez prendre cette subvention et faire justement les classes de découverte si vous le voulez. Pour nous, ISO, c'est exactement la même chose. On sait que quand on donne une subvention, en fait, on les donne par enfant. Donc voilà, on a juste rajouté les 6,50 € au lieu de les donner en fin d'année, on les donne à la coopérative scolaire. Il n'y a rien du tout comme changement, mais pour eux, ça peut être un complément. Ils en font en fait ce qu'ils veulent au niveau éducatif pour leurs enfants. On leur laisse le choix de faire ce projet éducatif. C'est parce qu'ils avaient un droit de tirage en fait, et pas une subvention sur les jeux. Et donc c'est le même montant, mais il est en subvention et ça leur permet de les utiliser plus librement et notamment pour des séjours. En fait, les projets éducatifs des professeurs des écoles, maintenant, ils le gèrent complètement comme ils le veulent. Bien. Bah, écoutez, dans ces conditions, Oui, monsieur Silly. Je veux simplement vous demander un déport sur le vote de la délibération, parce que je suis concerné par une association directement qui en plus va bénéficier d'une augmentation de subvention, mais pour un bel événement le 5 juillet prochain. Donc voilà, je vais juste peut-être sur ce point, sur cette ligne-là, si c'est possible, voilà, le demander à l'inscription au PV. Merci. Très bien, très bien, très bien. Ok, ça marche. Oui, pardon. Je vais demander la même chose que mon collègue Rémissi concernant le Fleury-Loire Handball, s'il vous plaît. Donc, vous sur le Fleury-Loire et Handball, oui. Vous sur le comité des fêtes de la Barrière Saint-Marc. Comment? Ah, surtout. D'accord. Ouais. Non, mais on va noter que c'est un déport pour cette raison-là. C'est un déport global, mais on peut noter que c'est pour cette raison-là. Par clarté, je trouve que c'est bien. Mais merci de cette précision. C'est bien et c'est nécessaire au vu de la réglementation qui s'est renforcée sur ces sujets-là et qui même en cas même quand c'est pas des intérêts privés, hein, même dans les conflits d'intérêts publics, c'est important. Alors, très bien. Y a-t-il alors oui, on précise que ça n'est pas dès lors qu'on est adhérent d'une association, hein, c'est dès lors qu'on a une place prépondérante dans cette association, notamment dans le bureau, etc. Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, dans ces conditions,
C'est adopté à l'unanimité et on vous remercie pour ces associations. Nous avons ensuite le point numéro 7 sur l'autorisation d'engagement de liquidation de mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025. C'est Monsieur Lacroix qui nous rapporte cette délibération. Bon, une délibération que nous avons déjà eu l'occasion de passer, qui s'apparente d'ailleurs à la loi spéciale de l'État, puisqu'il s'agit de pouvoir permettre le fonctionnement de la commune, alors même que le budget sera voté au mois de mars. Et donc, une disposition du Code général des collectivités territoriales prévoit que donc jusqu'à l'adoption de ce budget, l'exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, donc dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Et donc, on était sur des dépenses d'investissement de 7 227 891,91 € sur au budget 2024. Et donc, nous pouvons aller dans la limite de 25%, soit 1 806 972,98 € pour le budget principal de la ville en termes d'investissement, étant entendu que le budget de fonctionnement n'est pas, il n'y a pas de sujet sur le budget de fonctionnement. Et donc, on demande à Madame la maire, on demande de vous autoriser, d'autoriser Madame la maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25%, de 72, excusez-moi, ça c'est le centre culturel, donc ça c'est 1 806 972,98 pour le budget principal, et au niveau du centre culturel, 25% de 72 260,53, soit 18 065,13 € pour le budget annexe du centre culturel. Voilà. C'est assez technique en attendant que nous votions le budget, puisque, je le rappelle, on le votera en mars. Et je veux en profiter pour saluer les services finances qui n'ont pas la tâche facile en ce moment. C'est même pas une question de budget, enfin la question elle est technique dans la suite de la cyberattaque. Hein. Et ils sont, vraiment je les remercie, je les salue parce que c'est pas facile. Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire pour les agents de la police municipale. Monsieur Lacroix qui rapporte et Monsieur Chapuis nous donnera un petit complément d'éléments. Un nouveau décret, un décret qui est paru le 26 juin 2024 a instauré un nouveau régime indemnitaire. Donc l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE, à ne pas confondre avec l'IFSE, particularité administrative, qui était destinée, donc là il est destiné aux agents des cadres d'emploi de la police municipale, donc on a juste inversé une lettre. Pour autant, c'est pas tout à fait le même régime indemnitaire, puisqu'il comprend deux composantes principales, une part fixe versée mensuellement, calculée en pourcentage du traitement de base avec des plafonds, une part variable attribuée en fonction de l'évaluation de l'engagement professionnel et de la manière de servir de chaque agent, effectivement, également avec des plafonds. Un mécanisme de sauvegarde a été prévu pour garantir aux agents que le montant indemnitaire mensuel perçu après la réforme ne sera pas inférieur à celui du régime antérieur. Dans de telles situations, ce montant pourra être maintenu à titre individuel au-delà du plafond de 50% de la part variable dans la limite du plafond réglementaire. Donc, c'est tout un tas de dispositifs réglementaires. Et nous devons délibérer avant le 31 décembre 2024 sur les modalités d'application de ces dispositions pour une entrée en vigueur au 1er janvier. On a rarement des délais aussi courts, hein, je l'avais dit en commission, d'autant qu'on était impacté par la cyberattaque, mais un décret qui paraît fin juin, avec les vacances derrière, analyser, mettre en place, faire adopter, passer dans les instances représentatives du personnel un tel décret pour une mise en place au 1er janvier, ça tient un peu de la gageure, on y arrive. Malgré tout, et donc il vous est proposé de valider ces nouvelles dispositions qui seront donc applicables. Et il faut savoir que si on n'avait pas validé ça avant le 31 décembre,
l'ancien dispositif était tout simplement éteint. Il n'y avait même pas de prolongation, ce qui aurait évidemment amené une perte financière pour les agents de la police municipale. On dit c'est quand même, franchement, un peu serré en termes de délai. Même si 6 mois, ça peut paraître long, c'est pas long quand on doit tout mettre en place. Merci Madame la maire, bonsoir à toutes et à tous. Je vais pas être très long, je voudrais juste redire un mot. Déjà remercier sur ce sujet également l'ensemble des services qui ont travaillé. Je pense au service des ressources humaines. Je vois Monsieur Bus qui est là et je compte sur lui pour repasser le message aux équipes parce que, comme le disait très justement Monsieur Lacroix, c'est un décret qui est arrivé très tardivement, qui nous a laissé peu de temps, encore plus dans un contexte de cyberattaque. Mais en fait, ce décret a posé des sujets sur l'ensemble des communes qui ont une police municipale. En fait, c'est un décret qui est très bien quand on crée une police municipale. Sauf qu'aujourd'hui, des communes qui créent des polices municipales, il n'y en a pas beaucoup. La plupart qui en ont besoin en ont. Et donc, on a dû faire un travail. Le service a dû faire un travail en lien avec la direction de la police municipale, un travail pour s'assurer de l'atterrissage adapté pour l'ensemble des agents, y compris dans les situations individuelles. Et on arrive aujourd'hui avec un travail qui emmène l'approbation de toutes et tous. Et j'en profite pour remercier nos agents. On le refait régulièrement et on remercie régulièrement l'ensemble des agents de la collectivité, mais on est quand même là sur des métiers qui sont particuliers, qui évoluent, qui ont évolué, malheureusement pas forcément que dans le bon sens. Des agents qui s'étaient engagés il y a quelques années s'engageaient pour faire de la proximité et de la prévention. Et aujourd'hui, contraints et forcés, ils savent qu'ils sont amenés à pouvoir éventuellement affronter des situations, et je pense en particulier à l'unité de soirée, mais pas que, des situations qui sont quand même d'une rare violence. Et malheureusement, l'actualité nous prouve chaque jour que la société évolue et que les situations auxquelles nos policiers municipaux peuvent être confrontés évoluent aussi, et qu'il y a une forme de violence qui se libère. Et malgré ça, on a un service qui reste pleinement mobilisé, avec une très grande rigueur, une très grande exigence vis-à-vis d'eux-mêmes sur leur travail, dans un contexte compliqué et sur des horaires qui sont pour certains compliqués aussi. Finir, même si c'est pas de la nuit pour certains, mais finir ses journées de travail à plus d'1 heure du matin, c'est pas anodin dans une vie personnelle et familiale. Et donc voilà, je voulais profiter de cette délibération, et ça a été fait aussi en CST, mais je voulais le refaire ici publiquement pour remercier à nouveau l'ensemble des services qui ont œuvré sur ce sujet, et tout particulièrement notre police municipale qui s'engage chaque jour. Merci. Merci Monsieur Chapuis. Je vais rien ajouter, mais je vais vous dire, je partage pleinement vos propos sur l'engagement de nos policiers municipaux et sur les situations auxquelles ils sont confrontés. En revanche, ce que je vais ajouter, c'est que s'ils sont confrontés à ces situations, c'est certes une certaine violence qui se libère, mais c'est aussi lié au désengagement de l'État et à la faiblesse des effectifs des forces de l'ordre à l'échelle nationale. Bien, pour ce régime indemnitaire, j'imagine qu'il n'y a pas de difficulté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Nous avons maintenant le RIFSEP avec des avancées importantes au plan social pour nos agents. Et puisqu'il s'agit, alors, même si vous allez le voir, c'est un peu technique et ça peut paraître un peu presque contre-intuitif parce qu'il s'agit de dispositions nationales qui sont mises en œuvre et que c'est des dispositions nationales qui s'appliquent à toute la fonction publique, y compris la territoriale, mais qui sont pensées pour la fonction publique d'État, et que ça mène à des résultats un peu étranges. Mais néanmoins, on s'en saisit et on avance. Monsieur Lacroix? Oui, merci Madame la maire. Donc, effectivement, une avancée pour nos agents. Donc, le RIFSEP, donc, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Voilà, sinon barbare encore, qui effectivement dont disposent nos agents, enfin les fonctionnaires et les agents territoriaux.
Et jusqu'à maintenant, en cas de congé longue maladie ou de congé de grave maladie, on n'avait pas le droit de maintenir sur IF7. Et donc, il se retrouvait avec un régime indemnitaire à 0. Et c'était une disposition réglementaire, on ne pouvait pas la contourner. Depuis un décret, donc encore un qui date, il y a eu beaucoup de décrets signés en juin 2024, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, celui-là va aussi dans le bon sens, hein, tant mieux. Le 27 juin 2024, un décret est sorti et ce texte réglementaire permet de maintenir une partie de ce régime indemnitaire en cas de congé de longue maladie. Et donc, nous avons fait le choix, puisque c'est une possibilité. Nous avons fait le choix parce que c'est une situation qui nous semblait totalement injuste. Nous avons fait le choix d'appliquer pleinement ce décret, à savoir que nous pouvons maintenir 33% de l'indemnité durant la première année d'un congé longue maladie ou d'un congé de grave maladie et 60% de l'indemnité dans la deuxième et troisième année. Donc effectivement, intuitivement, on aurait pu penser que c'était le contraire. Ben non, voilà, a priori, c'est parce que l'État dispose d'autres dispositifs, en tout cas les fonctionnaires d'État, dont nous ne disposons pas, qui permettent de compenser les différences. En tout cas, on applique le décret et on l'applique pleinement, et ça permet quand même, pour des agents qui sont déjà éprouvés par la maladie, de ne pas avoir une perte substantielle de salaire, et ça va plutôt dans le bon sens en espérant qu'il y aura peut-être quelques évolutions pour le futur. En tout cas, voilà, on vous propose d'adopter cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions, des commentaires? Pas. Très bien, je vais vous solliciter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Et puis, nous avons au point numéro 10 une autre avancée, puisque c'est la participation financière de la collectivité au financement de la prévoyance, sujet important, parce qu'on pense souvent à la complémentaire santé, mais moindrement à la prévoyance. Tout à fait, Madame la maire. Donc effectivement, la complémentaire santé, il y a une obligation légale, je ne sais plus la date, mais c'est pas grave, de mettre en place, en tout cas pour les fonctionnaires, puisque pour le secteur privé c'était avant, de mettre en place une participation de la complémentaire sur la complémentaire santé, chose qui avait déjà été mise en place par le passé avec une participation de 20 € que nous avons portée en 2022 à 25 €. Donc on est au-dessus du plafond, on va dire pas au-dessus du minimum, bien au-dessus du minimum réglementaire. Et la nouveauté, c'est qu'à partir du 1er janvier, donc ça c'est pour la complémentaire santé, à partir du 1er janvier 2025, nous avons l'obligation de prendre en charge, en tout cas de proposer la prise en charge d'une partie du risque, de la prévoyance. Donc la prévoyance, c'est toutes les garanties qui sont liées à l'incapacité de travail, invalidité et le décès, qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que les agents n'ont pas obligation, comme d'ailleurs la complémentaire santé, n'ont pas l'obligation de prendre un contrat de prévoyance, mais on se doit, s'ils ont un contrat de prévoyance, d'y participer. Et la réglementation nous donnait une fourchette entre 7 € et 17,50 € par agent. Et nous avons travaillé avec les représentants du personnel pour une proposition, nous sommes tombés sur un montant de prise en charge de 12 € par mois. On est à peu près au milieu de la fourchette d'entre 7 et 17,50. Ça a été validé par le comité social territorial. Et donc, on vous propose de valider cette participation qui sera applicable à compter du 1er janvier 2025. Par ailleurs, pour des organismes de protection qui sont des organismes labellisés, on n'est pas passé par un contrat, tout comme d'ailleurs la protection complémentaire santé, on n'est pas passé par un organisme contractuel. C'est le libre choix aux agents de choisir un organisme dit labellisé. Voilà. Merci Monsieur Lacroix. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour cette délibération. Est-ce qu'il y a pas de prise de parole? Donc, je vous sollicite directement. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Nous avons ensuite l'actualisation du tableau des emplois. Monsieur Lacroix.
Bon, toujours une délibération extrêmement classique, avec très peu de mise à jour pour ce Conseil, puisqu'il s'agit uniquement de modifications, on va dire mineures. Alors notamment la modification des grades d'entrée et de sortie du poste de responsable du service relations usagers, attaché principal, la modification de l'intitulé du poste de directeur de l'urbanisme et de la coopération de l'action économique, adjoint de la direction générale, adjointe à UP, elle était mal, la dénomination n'était pas bonne, de transformer le poste d'encadrant technique d'activité d'insertion en coordinateur du comité local de la coopération jeunesse, et de modifier le nombre de postes d'adultes relais afin de correspondre à la réalité du nombre de postes occupés, puisque on est plutôt dans un dispositif qui a tendance à s'éteindre qu'à monter en puissance, puisqu'on arrive maintenant avec 2 adultes relais alors qu'on avait 8 adultes relais. On était passé de 4 à 8 au début de notre mandat. Et le dispositif est plutôt, il est plutôt en voie d'extinction vis-à-vis des relations avec l'État. Oui, Monsieur Silly. C'est pour rebondir sur les mots de Monsieur Lacroix. Le dispositif est en voie d'extinction dans les relations avec l'État à notre souhait ou parce que l'État se désengage? C'est pas tout à fait l'État qui se désengage sur la manière dont ça se fait, on pourrait dire les choses, mais on pourrait toujours en avoir autant. Ce qu'on constate, c'est que le dispositif ne fonctionne pas bien et qu'on a le plus grand mal à le faire vivre et qu'on a besoin sur le terrain de gens qui sont qualifiés. Et que c'est ce qui nous remonte et du terrain et des maisons pour tous et pour en avoir discuté avec le préfet, le sous-préfet, pardon, en général, ce qui remonte et ce qu'on va peut-être essayer de travailler, c'est que on pourrait avoir, c'est une spécificité ici, que ce soit les collectivités qui aient recours aux adultes relais, pardon. Sur d'autres territoires, ce sont d'autres acteurs, tels que des associations, tels que des bailleurs aussi. Donc, s'ils nous écoutent, je leur fais un petit signe, mais c'est assez atypique que ce soit les collectivités. Et on constate que les collectivités, en revanche, là, pour le lien avec la population au nom de la collectivité, les adultes relais, c'est pas forcément ce qui marche le mieux, et même si on a tenté la chose avec ambition. Je ne sais pas si Madame Borne voulait rajouter quelque chose. Oui. Élément, Madame la maire, quand je disais désengage, effectivement, c'était plutôt une image qu'une réalité, mais enfin, ils y mettent quand même des moyens très limités, ne serait-ce que les difficultés qu'on a dans le recrutement des adultes relais. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on peut vous dire que vous allez sur un dispositif, mais quand on refuse toutes les candidatures, parce que l'État intervient, la préfecture intervient dans le choix des candidatures, à un moment, c'est quand même pas très simple. Donc, on a peut-être un panel qui est peut-être pas bon. En tout cas, c'est quand même assez compliqué. Bon, quand même pas dynamique extraordinaire. Monsieur Cusby. Une demande de précision peut-être sur ce sujet, parce qu'il a été évoqué l'extinction. Comment ça arrive à l'extinction du dispositif. D'accord. Mais c'est. Quand on passe de 8 à 2. Mais à quel terme, en gros, on sera passé de 2 à 0? Enfin, est-ce que c'est vraiment. À la fin du contrat. Oui, on finit les conventions. On finit les conventions. Ça se. Se posera alors une question de mètres carrés, en quelque sorte. De mètres carrés? Oui, en ce qui concerne le local qui. Ah oui! Oui, non, mais là, on verra à ce moment-là. On n'est jamais, comment dire, on n'est jamais embêté pour occuper les mètres carrés. Il y a la prévention spécialisée qui a besoin de mètres carrés aussi, donc de la métropole, donc il n'y aura pas de difficulté. Comment? La prévention spécialisée, oui, mais ils vont pas avoir de mal à. Ouais. Allez, un dernier mot. Non, mais bon, j'ai relevé parce que l'État se désengage pas. L'État veut bien continuer. Je dis pas que c'est simple de recruter sur ce profil-là, mais en l'espèce, on va passer. Et je me souviens qu'à l'époque, on était
très fiers, moi je trouvais ça bien hein, de passer de 4 à 8. On va aller vers l'extinction du dispositif. Alors il y a la question des mètres carrés. Souvenez-vous, tout ce qu'on avait pu dire sur ce local au pied du Clos de Lamballe. Bon, on était très dubitatif, à la fois sur la nécessité, sur le choix de l'emplacement, sur le coût aussi que ça avait, et sur des problématiques qu'on réglait pas forcément de proximité avec les quartiers. Mais bon, même si c'était plutôt intéressant qu'on ramène de la présence humaine sur Lamballe. Mais au-delà de la question des mètres carrés, c'est qui demain fait de l'humain sur le terrain? Et à mesure que ces ETP de première ligne sont supprimés ou plutôt non remplacés parce qu'on reconventionne pas, ben, on n'a pas développé un dispositif en parallèle. Globalement, les quartiers, les sorties de collège parce qu'ils y étaient, ces adultes relais très présents, les pieds d'immeubles, aujourd'hui, on a moins d'humains. Voilà, on a moins d'humains et ça c'est un fait. Et ce tableau vient en quelque sorte le sanctionner. Oui, mais non, c'est pas tout à fait comme ça. Mais on reparlera des MPT à un autre moment si vous voulez bien. Mais on a par ailleurs consolidé les emplois et déprécarisé les emplois dans les MPT et à renforcer les travailleurs sociaux au pôle social. Donc, on passe d'un dispositif, d'une organisation à l'autre. Après avoir essayé cette organisation, encore une fois, vous le disiez, hein, on est passé de 4 à 8, on a été très heureux d'essayer ça. On s'entête pas, quoi. Ça marche pas bien, on peut faire autrement, on fait autrement, tout simplement. Madame Borgne, et puis après on passe au... Je peux compléter en fait sur les... Alors c'est vrai que c'était bien qu'on passe de 4 à 8, mais il faut savoir, donc il y a les adultes relais sont sur le terrain, mais ils ont aussi une partie formation. Donc c'est tout un accompagnement, ça prend un temps assez conséquent, et le mot assez est très faible, parce qu'il faut les accompagner, il faut trouver des stages, et derrière des fois, on a des conventions sur 3 ans, c'est difficile des fois de retrouver un métier et de pouvoir les accompagner du mieux qu'on peut. Et c'est vrai que on s'imagine pas la charge de travail que ça représente dans tout ce qui va être en formation, accompagnement sur le terrain, et tout ce qu'on peut mettre en place, un petit cours de langue, etc. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place, et c'est un dispositif qui est énormément lourd. Et c'est vrai que du coup, il faut qu'on voilà, on a renforcé au niveau des travailleurs sociaux, on a renforcé les équipes d'AMPT pour pouvoir voir autrement et faire autrement, vu que ce dispositif est vraiment lourd. En fait, on est arrivé au constat que certains personnels des MPT nous disaient, je vais répéter leurs mots, qui étaient écrits d'ailleurs, est-ce qu'il faut être soi-même fragile pour s'occuper des gens qui sont déjà en situation de fragilité? Est-ce que c'est ça qui permet qui permet de marcher le mieux? Bon, on a aussi saisi du dispositif de l'État, c'est pas ça qui marche le mieux. Allez, on passe au vote sur cette actualisation du tableau des emplois. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Abstention. Très bien. Et donc, c'est adopté dans ces conditions. Nous avons par ailleurs... Pardon? Non. Nous avons par ailleurs reçu une question orale par la voix de Monsieur Sibi, et je crois que c'est cette voix aussi qui va la porter. Oui, je vous remercie. Madame la maire, cette question fait suite au refus de votre part d'inscrire notre interpellation sous forme de motion ou de vœu au dernier conseil municipal, et nul doute que vous permettrez du coup un échange sur la base de la proposition que nous formulerons en fin de question. Depuis le début de la mandature, vous avez opté pour l'implantation de micro-forêts au cœur de notre ville. Au total, à ce jour, 3 micro-forêts ont été implantées par la commune pour un montant qui avoisine les 50 000 euros. On se dit qu'on est autour de 13 ou 15 000 euros, 13 à 15 000 euros pour chaque micro-forêt. À cela s'ajoute le coût d'achat et de démolition d'une maison, de remise en terre et d'aménagement de la parcelle entre 2 micro-forêts engagées depuis 1 an et demi pour relier ces 2 micro-forêts. Montant total de l'ensemble de ces 3 micro-forêts et de la maison, 400 000 euros engagés.
Nous avons rejeté ce dernier projet et mis en doute la vertu absolue louée aux microforêts, pour lesquelles vous n'avez jamais manqué de rappeler, dans un style assez inimitable, que vous en étiez l'ambassadrice régionale. Récemment, vous avez fait connaître aux Fleurissois votre souhait d'en implanter une 4e, réservant le choix aux habitants de la localiser sur le territoire via une consultation en ligne. Dans un contexte budgétaire très dégradé, vous auriez pu interroger les habitants plus directement. Voulez-vous dépenser environ 15 000 € pour planter une 4e microforêt? La démocratie participative, c'est peut-être d'abord et avant tout l'organisation tout au long d'une mandature de la discussion budgétaire des grands choix dont nous devons collectivement nous sentir concernés. Vous rappelez régulièrement les bienfaits de ces microforêts vis-à-vis de la biodiversité et du stockage de carbone. Pourtant, de nombreux chercheurs et instituts de recherche, tels que l'INRAE par exemple, se montrent plus critiques sur la méthode que vous avez retenue, indiquant que les mesures d'efficacité sur les objectifs que je viens de rappeler ne sont pas suffisantes en Europe et donc en France. Nous serions très favorables à explorer d'autres pistes pour préserver le végétal et accroître la biodiversité, telles que mieux répartir les plantations d'arbres, protéger les arbres, et on en avait déjà parlé sur la voie publique susceptible d'être endommagée par les voitures, adapter la hauteur des tontes dans les parcs de la ville, expérimenter l'enherbement des allées du cimetière, introduire des espèces mellifères dans nos jardins publics, créer des hôtels à insectes, etc. Liste bien sûr non exhaustive. Quel outil de mesure, enfin, avez-vous mis en place pour démontrer les bénéfices des microforêts implantées sur le territoire communal? Quel retour d'expérience avons-nous à la veille d'en compter une 4e? À ce jour, aucune démarche d'évaluation n'a été engagée. À titre de comparaison, nous avions regretté le même écueil quand vous aviez décidé l'été dernier de réaliser des peintures devant les écoles destinées à faire ralentir les automobilistes pour 40 000 €. Un radar mesurant la vitesse avant et après la réalisation des fresques aurait été judicieux. Plus largement, nous considérons qu'une politique publique se mesure et s'évalue pour en justifier la pérennisation ou son extension dans le temps. Aussi, nous souhaitons proposer au conseil municipal d'adopter un moratoire suspendant toute implantation nouvelle de microforêts sur la commune, se laissant ainsi le temps d'engager une étude visant à mesurer l'efficacité d'une microforêt dans la recherche de biodiversité et de qualité de l'environnement. Je vous remercie pour les réponses que vous nous apporterez. Monsieur Sili, je vous remercie pour votre question concernant les microforêts implantées sur notre commune. Comme vous le savez, et je crois qu'il est important de commencer par souligner que la pratique de la plantation des microforêts inspirée par la technique de Miyawaki est désormais largement répandue et ses bénéfices sont bien documentés, contrairement à ce que vous affirmez. Les Fleurissois et les Fleurissoises nous ont d'ailleurs élus en 2020 avec cette proposition clairement exprimée et pas du tout cachée dans notre programme. Et par ailleurs, toutes les mesures alternatives que vous posez comme alternatives aux microforêts sont par ailleurs mises en œuvre. Gestion différenciée, etc. Pour rappel, quelques arguments en faveur des microforêts. Elles favorisent la biodiversité en milieu urbain. Elles sont un moyen de contribuer au stockage du carbone en ville, donc de lutter contre la pollution. Le coût d'implantation d'une microforêt est estimé à environ 15 000 €, ce qui est considéré comme un investissement modéré pour un projet environnemental urbain. Elles améliorent le confort de vie en créant des îlots de fraîcheur dans les périodes de forte chaleur. Nous sommes d'ailleurs particulièrement heureux de créer un square en centre-ville, entre deux microforêts, ce qui contribuera à enrichir notre patrimoine vert et à améliorer le cadre de vie et le confort des Fleurissois. Les emplacements et les plantations des microforêts se font avec les habitants via une consultation en ligne, favorisant l'implication citoyenne dans ce type de projet. Je suis toujours heureuse de faire les plantations, notamment avec les enfants qu'on sensibilise à l'occasion. Ceci étant dit, vous proposez un moratoire sur les microforêts. Il convient de rappeler que les moratoires sont en général mis en place soit en cas de risque avéré, soit pour des politiques publiques
particulièrement coûteuses. Les microforêts ne présentent aucune de ces caractéristiques et il n'est donc pas envisageable et envisagé d'apporter un moratoire, d'adopter un moratoire, ce qui serait, j'en suis persuadée, au contraire, néfaste. Ça nous ferait prendre du retard dans un combat essentiel. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le coût de ces projets est minime par rapport à leurs avantages. Il serait peu efficace et potentiellement contre-productif de consacrer une part importante de notre budget à évaluer des dispositifs déjà éprouvés. Pour ce qui est de la biodiversité notamment, nous travaillons avec le MOB, les services des espaces verts travaillent également à ces sujets-là. Aller plus loin dans l'évaluation risquerait de gaspiller des moyens publics précieux. Si j'osais, je vous dirais, je préfère les réserver à planter une microforêt supplémentaire. Enfin, et comme vous le savez, permettez-moi de rappeler que c'est la maire qui émet de l'ordre du jour et des débats au sein du conseil municipal et que les questions orales et écrites n'emportent pas de débat et que les vœux doivent porter sur des sujets autres que la compétence municipale. Et comme c'était le dernier point, la dernière question, je lève donc cette séance. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On se profite bien des vôtres et on se retrouve en 2025.